bienvenue sur le podcast Un si bon terme, le podcast où on parle avec des personnes expertes de la vulgarisation scientifique. Aujourd'hui, on parle beaucoup de la forme, de rendre une communication scientifique un petit peu plus fun. Et pour ça, on accueille celle qui fait ça à chacune de ses productions, Valentine de Sciences du Comptoir. Si vous ne la connaissez pas déjà, je vous invite à aller voir au moins une de ses vidéos avant de commencer le podcast. Vous comprendrez mieux son approche. Dans la vie, elle fait plein de choses différentes. Elle est un petit peu journaliste. Elle enseigne aussi en vulgarisation spécifiquement sur le web pour des futurs journalistes. Et elle est vidéaste de sa propre chaîne et pour d'autres médias. Mais partout où qu'elle aille, on retrouve sa patte où elle tente d'adoucir des propos scientifiques en ajoutant des blagues. Mais comment doser ? À quel moment est-ce qu'on fait trop de blagues ? Est-ce que c'est possible d'avoir trop de blagues ? Au moment où on enregistre le podcast, on est à Avignon, en septembre 2022, dans une location où l'éclairage est naturel et ça se voit pour les personnes qui vont nous suivre en vidéo. Et tout de suite, je laisse la parole à Valentine, où on attaque avec cette question de l'humour et du spectacle. Et je n'en dis pas plus, je lui laisse la parole, puisqu'elle en parle en si bons termes. T'aimerais ça un jour faire du spectacle ? En vrai, ouais. Ouais ? Ouais. Ça me chauffe l'humour, bien. là. Ouais. Ouais. Enfin, du coup, je raconterai un peu de science, mais... Ouais. Vu que la science, c'est comme un substrat. Oui, voilà. C'est un support pour dire des conneries, quoi. Ouais. Enfin, faire des blagues, pas dire des conneries. Parce que c'est ça ton objectif principal ? C'est de faire rire ? Alors, c'est un peu deux objectifs, quoi. Mm-hmm. Genre, vulgariser... Enfin, il y en a trois. Vulgariser, donc faire passer des infos scientifiques, faire rigoler, et en même temps, essayer de dérider l'image qu'on peut avoir de la géologie, parce qu'à la base, elle n'est pas bien servie. Ouais, je te l'accorde. Et oui. Donc ouais, t'aimerais bien faire un show alors ? Ouais. Est-ce que Ça me c'est chaufferait bien. pour de vrai un objectif de vie ou c'est genre un truc... Non, c'est pour rigoler, mais peut-être qu'un jour... Non, mais genre, si je suis un jour invitée à faire une conférence, genre un festival ou quoi, plutôt que de faire une conférence, faire un truc un peu mi-stand-up, tu vois, ça me plairait bien. Ouais. Et est-ce que t'as pas l'impression que en faisant autant d'humour, tu réduis la vulgarisation et en faisant la vulgarisation, tu réduis l'humour ? Genre, est-ce que c'est des vases qui sont pas communicants ou est-ce que t'arrives à les... Comment est-ce que tu arrives à doser ça ? Ouais, c'est un dosage que j'ai pas encore trouvé et du coup je teste parce que j'étais un peu timide au début et à chaque vidéo j'essayais d'en mettre un peu plus. Et en général j'ai des bons retours jusqu'à une vidéo où j'en ai mis vraiment beaucoup trop en fait, qui était pour le Vortex et donc en fait j'ai eu pas mal de retours en me disant là il y a trop de blagues, stop les blagues parce que ça coupe l'information en fait. Okay. Donc c'est un équilibre à trouver. Est-ce que ça te frustre de devoir réduire ton nombre de blagues pour revenir faire plus de vulgaire ? Non, pas forcément, mais c'est juste ça me frustre de pas arriver à deviner à l'avance ce qui convient pour servir l'information et pour faire un contenu qui soit à la fois divertissant et informatif. Est-ce que tu t'entraînes avant de faire tes vidéos ? C'est-à-dire, je m'entraîne à être drôle ? Non, dans le sens où quand tu regardes le monde des humoristes, ils vont tester leurs blagues. Beaucoup, tu vois. Et donc, toi, comme tu mets tellement d'humour, c'est sûr que comme t'as pas de test de blague, tu sais pas. Non, je teste rien. Tu testes rien, non, c'est je ça. teste rien. Parce qu'en vulgaire, on peut pas tester de toute façon. En vidéo, c'est difficile. Tu peux pas tester. Non, mais du coup, c'est un test. Et puis, je vois... la vidéo, c'est le test. Ouais. Puis, je vois en fonction des commentaires ou des retours IRL qu'on peut me faire. C'est là que j'essaye d'ajuster. Mais d'une vidéo sur l'autre, tu peux pas ajuster pour celle d'avant, quoi. Non, bien sûr. Et est-ce que, donc, dans la vidéo du Vortex que tu as faite, elle était sur quoi, celle-là ? Celle-là, c'était sur la fusion nucléaire. Donc, énorme sujet, plein de trucs à dire. Il n'y avait pas besoin de blagues, en vrai. Ouais. Et donc là, est-ce que c'est quelque chose que tu vas essayer de réduire le nombre de blagues pour revenir à ton niveau juste avant ? Ou est-ce que tu veux rester là ? Parce que des fois, tu sais, on peut aussi choisir de ne pas suivre le public. Ouais, on peut. Alors, c'est un peu délicat parce que là... en question, enfin là c'était une vidéo qui n'était pas pour ma chaîne, c'était pour le Vortex, donc c'est Arte et tout ça, enfin j'engage pas mal de monde, donc là je vais essayer de me calmer un peu, mais sur ma chaîne je pense que YOLO et je vais continuer à faire des blagues et puis voilà quoi. Ok, parce que c'est ça qui te plaît. Ouais, c'est ça. Mais par contre il y a blague et blague, c'est-à-dire qu'au début j'allais beaucoup dans la provoque, spécialement des blagues connotées politiquement d'un côté comme de l'autre et voilà pour faire réagir, et plus ça va, plus je me dis que c'est pas utile et que c'est vraiment la blague facile ça, et que du coup j'essaie de trouver un peu autre chose quoi. Et quand tu dis que tu essayes de trouver autre chose, c'est quoi cette autre chose ? Cette autre chose, c'est, je sais pas, essayer de sortir des lieux communs, des blagues sur, j'ose pas citer parce que tu vas être démonétisé, mais des trucs horribles. Voilà, éviter les blagues sur les minorités au sens large, tu vois, ce genre de choses, et essayer de, je sais pas, genre faire des blagues un peu plus de niche. Donc faire des trucs sur les Bretons ils prennent bien les blagues, il y a pas de problème. Donc tu vois, ça reste une minorité, mais ils sont cool. Et donc c'est parce que c'est horrible ce que je viens de dire. Pardon, mais
Mais c'est parce que tu trouves ça trop facile de faire des blagues sur les minorités ou c'est parce que même toi, ça te fait plus rire? Bah, il y a un peu les deux, en vrai. D'une part, parce que je me rends compte que derrière la blague, ça peut faire passer un message que j'ai pas du tout envie de faire passer, tu vois, et que dans ma tête, c'est ironique, mais certaines personnes prennent ça au premier degré, et je veux surtout pas faire passer ce genre de message, parce que je cautionne pas, quoi. Et puis, d'autre part, parce que c'est vu et revu, et que, bon, je suis pas Jean-Marie Bigard, quoi. Non, et tant mieux. Oui, c'est pas plus mal, quelque part. C'est bien qu'il y en ait un, oui, voilà. Oui. Et puis après, on ajoute de la diversité. C'est ça, chacun sa niche écologique. Ouais, exactement. Et donc toi, le thème que tu vulgarises le plus, c'est la géologie. Ouais. C'est parce que tu es formée en géologie à la base? Oui, j'ai une licence, donc petite formation, c'est pas... donc 3 ans après la fac. Licence en sciences de la Terre et de l'environnement. Et voilà, après j'ai bifurqué en biologie, parce que je suis revenue saine d'esprit, et du coup, je suis revenue dans le droit chemin. Mais oui, j'ai une petite formation en géologie, mais c'est surtout parce que je suis journaliste scientifique, et en tant que ça, bah, je pense que je peux traiter un peu tous les sujets qui m'intéressent et auxquels je peux trouver des informations, quoi. Et du coup, comme la géologie est un sujet qui m'intéresse, je me documente dessus. Mais voilà, la licence, ça me fait une base, quoi. Ok, donc licence de, on va dire géologie pour faire simple, ouais. Et master de bio, c'est ça? Master de bioévolutive et master en journalisme scientifique derrière. Ok, c'est ça. Toi, tu as bifurqué avant même de travailler en sciences vers le journalisme scientifique? Ouais. Ok. Pourquoi est-ce que tu as fait ce choix-là? C'est ce que je voulais faire depuis le début. Ah bon? Ouais, c'est un drôle de choix alors? Bah non, pourquoi? Bah, c'est rare d'avoir des journalistes qui sont d'abord, en tout cas, qui voulaient être journalistes et qui commencent par une formation scientifique, non? Ah, parce que je voulais être journaliste scientifique. Okay. Et du coup, pour faire ça, en gros, on m'avait dit, c'était au lycée, je me suis dit, tiens, je vais faire ça. Et enfin, non, c'était pas juste, tiens, je vais faire ça, c'était une longue recherche, beaucoup, enfin, bah voilà. Et en fait, là, on m'a dit, eh ben, il faut d'abord une formation en sciences, quelle que soit la science, et après faire une formation complémentaire en communication ou en journalisme scientifique. Ah, je savais pas. Et du coup, là, je me suis dit, bah, j'ai au moins 5 ans devant moi à étudier la science de mon choix. Ça n'importe pas. Vraiment, je peux faire ce que je veux. Et j'ai choisi les cailloux. Voilà. C'est bien, les cailloux. Ouais, c'est bien. Ouais, c'était cool. Ça ne râle pas, en tout cas. Ouais, exactement. Il n'y a pas beaucoup d'éthique aussi à gérer sur les cailloux. Oui. C'est assez pratique. Tu peux expérimenter, ouais. Tu peux expérimenter à l'infini. Ok, donc journalisme scientifique, c'est ce que tu voulais faire dès le départ. Puis tu exerces aujourd'hui en tant que journaliste ou tu es, entre guillemets, que vidéaste? Je suis plutôt vidéaste, mais après, il y a des compétences que j'ai acquises en tant que journaliste dont je me sers. Là, je fais aussi des vidéos avec comme on dit, un média, voilà, un groupe de presse qui s'appelle Milan Presse. Et du coup, à ce titre-là, je suis à la fois vidéaste et un petit peu journaliste dans ma tête. Mais je suis quand même surtout vidéaste. Et tu m'as dit avant qu'on commence ce podcast, que je le savais déjà, que tu enseignes aussi. Ouais. Et tu enseignes pas le journalisme? Non. Qu'est-ce que tu enseignes? J'enseigne, alors je connais pas l'intitulé exact, je me souviens plus, mais ils ont changé la maquette il y a pas longtemps, mais en gros c'est la vulgarisation sur le web. Ok, et quelle est la différence entre l'enseignement que tu as reçu de journaliste, qui est donc quelque chose de très traditionnel, à la vulgarisation sur le web, qui est quelque chose d'un petit peu moins traditionnel? Ouais. Alors, ouais, effectivement, c'est marrant parce qu'à mon époque, on n'enseignait pas du tout les réseaux sociaux, tout ça, c'était vraiment nouveau. À mon époque, je suis sortie en 2017, donc en vrai, c'était pas si longtemps que ça. Mais oui, voilà. ça va vite, les époques. Hein. Ouais, ça va vite. Mais ouais, jadis. Et du coup, moi, j'enseigne plus tout ce qui est sur les réseaux sociaux, justement, donc pas uniquement YouTube, mais d'ailleurs, il y a un prof de vidéo qui s'occupe de ça, mais aussi bien, je sais pas, Instagram, Twitter, enfin tout. Et la différence, je pense que le premier réflexe que j'apprends aux élèves, enfin aux étudiants, c'est à se détendre du slip. Parce que vraiment, ils apprennent à écrire un article de presse. Donc il y a plein de codes en vrai, il y a plein de trucs à apprendre, des petites ficelles de on met tel plan, on utilise telle information. Enfin voilà, c'est vraiment très, très carré. Et je leur apprends à juste se détendre et à, je sais pas, genre faire des blagues s'ils veulent faire des blagues, ou mettre un peu de poésie dans leurs articles s'ils ont envie, ce genre de choses. Et c'est un truc que j'aurais bien voulu avoir à mon époque, parce que moi-même, j'ai mis longtemps à me détendre du slip. J'ai dû mettre 6 mois après la formation, à me dire, bon, bah c'est bon, maintenant je peux faire des blagues un peu, glisser une ou deux trucs un peu rigolos. Et voilà. Et donc ça, j'ai eu des retours dessus de mes élèves, et ils m'ont dit que bah, ça leur servait beaucoup, en fait. Et du coup, d'apprendre justement à souffler un bon coup et à prendre du plaisir en écrivant ces articles, quoi. Parce qu'on n'est pas l'AFP, on fait pas des dépêches, on est là pour faire passer une information, mais en même temps, si c'est agréable à lire et à écrire, tant mieux, quoi. Là, on l'a pas dit, c'est des étudiants en quoi?
En master de journalisme scientifique. Ok, donc ils sont déjà dans le journalisme. Ouais. Et donc toi, tu leur montres sur le web. Ouais. Donc tu disais amener de la poésie. Pourquoi est-ce que ça, c'est pas possible dans le journalisme traditionnel ? Si, je pense que c'est possible, mais simplement, en vrai, on a tellement peu d'heures de cours que il vaut mieux apprendre d'abord les bases et savoir pouvoir être le plus polyvalent possible. Donc, si t'écris au Figaro ou si t'écris pour la science, il faut avoir vraiment les bases pour pouvoir écrire dans ces journaux-là, ou même faire du documentaire ou des trucs comme ça. Et du coup, le côté un peu, on est rigolo et on fait des trucs un peu à côté, et ben, je comprends que ce soit pas une priorité, en tout cas à mon époque. Maintenant, c'est quand même un truc qui est quand même vachement vu, notamment dans mon master, mais il y a d'autres masters qui étudient quand même beaucoup, beaucoup la chose. Donc, il y a aussi une évolution des mentalités de ce côté-là, et c'est quand même assez cool. Là, tu as surtout mis l'accent sur le fait que c'était se détendre du slip que d'aller sur le web. Est-ce qu'il y a d'autres codes que ça ? Parce que on peut rajouter la poésie, l'humour, mais ça, c'est beaucoup sur la forme. Est-ce que sur le fond, il y a aussi quelque chose de différent ? Sur le fond, je vois beaucoup de similitudes, en vrai. Okay. Je pense que c'est quand même beaucoup la même chose, y compris le fait, ce que toi, t'enseignes dans tes vidéos aussi, de la phrase d'accroche, avoir un plan structuré, avoir une idée, machin truc. C'est globalement la même recette, mais simplement la forme, on peut être beaucoup plus détendu. Ok, donc c'est un cours plus de forme, en fait, que tu vas faire. Okay. C'est ça. Et les étudiants, tu vois leur évolution ? Oui, très clairement. Ouais. Il y a un avant et un après cet exercice. Ok. Vraiment. Et puis même le reste du temps, en fait, justement, ils commencent à goûter un peu, je sais pas, au format court en vidéo, par exemple, ou, je sais pas, au post Instagram, à Twitter, ceux qui découvrent Twitter. Bon, ça, c'était plus vrai il y a quelques années. Maintenant, c'est un peu moins la fête, mais, mais à l'époque, c'était cool. Et donc, je sais pas, ils découvrent un nouvel univers, et du coup, c'est à eux de se l'approprier. Mais ils ont fait leur premier pas, et du coup, ils ont moins peur. Est-ce que tu penses que, parce que se détendre du slip, je pense que c'est quelque chose qu'on ne voit pas beaucoup dans les médias traditionnels. Ouais. Est-ce que tu penses que du coup cette génération-là de journalistes va arriver avec des codes beaucoup plus détendus dans des journaux traditionnels, et est-ce que ça va leur porter préjudice ou au contraire ça va les aider ? Je pense que ça va les aider, et j'espère pour eux qu'ils vont amener ça dans les médias, effectivement, parce qu'ils ont besoin de lumière. Et... On vient de perdre tout le soleil. Ça y est, c'est éteint. Ouais, les médias ont besoin d'un certain renouveau, et en vrai, il y est, mais simplement, il arrive souvent d'en bas, donc c'est genre les stagiaires qui arrivent en disant hey, on pourrait faire ça, on pourrait faire ça. Et puis les vieux boomers qui sont tout en haut de la pyramide, des fois ils n'ont pas envie de se lancer sur TikTok par exemple, ou tu vois, que tout un média se lance sur un nouveau réseau social par exemple, ça demande énormément de temps, d'argent, d'investissement en tout genre, y compris de réfléchir à une stratégie et tout, et du coup les médias ils ont une certaine inertie que non pas, par exemple, toi et moi, on décide de faire un truc et puis on peut le faire et puis voilà quoi. Oui, ça prend pas beaucoup de temps de décision. Il y a aussi moins d'hierarchie. C'est-à-dire qu'on est toutes les deux les boss et puis il y a 0 employé en dessous de toute façon, donc c'est facile de changer les choses. Mais après, si je peux quand même ajouter un petit truc, c'est que les médias quand même, ils arrivent à quand même se rajeunir un peu, ils tentent des trucs sur les réseaux sociaux, enfin je vois Le Monde qui fait des vidéos face cam, pas que face cam d'ailleurs, en voix off et tout, enfin... Il y a quand même des médias qui font des trucs incroyables. Mais on le voit dans ces dernières années, l'apparition de Combini, de Brut, tout ça, qui sont des formats beaucoup plus web et beaucoup plus jeunes, c'est quand même c'est qu'on voit qu'il y a un renouveau aussi de leur côté. Et je discutais la semaine dernière avec Pierre Kerner, que tu connais, qui enseigne aussi la vulgarisation, et lui a des étudiants en biologie, et il me racontait la différence entre ses étudiants de licence et ses étudiants de master. Et comme ces étudiants de master, ils avaient déjà... Ils étaient déjà cadrés dans leur cerveau. Ils savaient déjà comment faire un rapport scientifique, et c'était dur de ramener leur créativité. En tout cas, fallait faire une action pour ramener leur créativité. Tandis que les étudiants de licence, au contraire, c'était la science qui pêchait un petit peu. Et puis que là, ils étaient débordants de créativité. Est-ce que c'est quelque chose que tu as remarqué, un manque de créativité dans les tout premiers cours de la part des étudiants de master ? Alors, pas vraiment, parce que en fait, c'est des étudiants qui viennent pour faire ça. Et du coup, ils ont déjà envie, ils sont déjà dans le mindset, comme on dit, de faire ce genre d'exercice. Donc là, il n'y a pas trop de problème. Mais après, si tu prends genre des doctorants ou des gens qui n'ont pas l'habitude de faire ça et qui s'essayent à la vulgarisation comme ça, mais qui ne veulent pas spécialement faire leur métier, effectivement, je trouve beaucoup plus cet état d'esprit de on essaye, mais c'est dur de sortir, de casser les codes, de sortir de ce cadre académique, quoi. Très scolaire. Ouais. Après, c'est aussi que tu as des étudiants en journalisme, donc forcément, c'est pas du tout le même état d'esprit quand on arrive que quand on est en bio comme les étudiants de Pierre. Ouais, tout à fait.
Du coup, tu n'as jamais eu besoin de développer des techniques pour réactiver la créativité de tes étudiants, ça veut dire? Parce qu'elle est déjà active quand ils arrivent. Ouais. Non, je leur dis feu vert, allez-y, quoi. Mais Ouais. en gros, non, c'est eux qui arrivent avec leurs idées, c'est eux qui font ce qu'ils veulent. Et puis si eux, ils veulent faire un truc très carré parce que c'est leur façon de voir les choses, je vais pas les en empêcher pour autant, quoi. Ah oui, ok, donc tu leur apprends à se détendre du slip, mais tu t'empêches pas le fait qu'ils Oui. ils ont le droit d'être carrés quand même, quoi. Oui, oui, s'ils veulent rester coincés, ils restent coincés, c'est pas mon problème. Chacun son balai. Chacun son balai. Donc, explique-moi, comment ça se passe ton cours, comment ça se découpe, qu'est-ce qu'il y a comme apprentissage, explique-moi. Alors, essentiellement, on s'assoit et on regarde des vidéos et on écoute des podcasts. Non, pas que. Mais ouais, donc il y a la première étape où je leur dis d'écrire le fameux exercice de détente du slip. C'est non pas écrire un article de presse, mais écrire un article de blog. Alors je sais que ça se fait plus trop les blogs aujourd'hui, mais je trouve que l'exercice est vraiment très intéressant parce que les articles de blog ont une certaine patte. Et c'est ça qui m'intéressait là-dedans. Même si au final, bon, ils vont pas se dire chouette, je sais écrire un article de blog, c'est pas une fin en soi, quoi. Donc ça, c'est la première étape. Et puis après, on découvre les différentes plateformes qu'il peut y avoir, comment s'approprier leur code, quel type de contenu va sur quoi. On fait un live Twitch aussi à la fin de l'année où il y a des petits... Enfin, c'est eux qui le créent en fait. Donc ils font la partie technique et surtout le contenu. Moi, c'est ça qui m'intéresse. Donc ils peuvent réfléchir à des jeux. Il faut que ce soit interactif. Il faut qu'ils regardent un peu ce qui se fait déjà et puis qu'ils réfléchissent en fonction de comment est-ce que je peux faire tout ça. Donc la dernière année, ils ont fait un quiz sur l'actualité scientifique, je crois. Ils ont fait un truc aussi un peu genre photo mystère, donc qu'est-ce que c'est que ça? Et donc soit c'était des photos en macro, soit c'était des trucs de très loin au contraire, soit enfin voilà. Puis je sais plus, voilà, trucs comme ça. Discuter un peu des vidéos YouTube et un exercice que j'aime bien faire. Du coup là, il faut qu'on s'arrange cette année avec le prof de vidéo pour faire un truc en commun. C'est en fait, ils ont un sujet qu'ils utilisent pour l'article de blog à la base, donc je leur demande de bien fouiller ce sujet-là, donc ils partent d'une étude scientifique récente pour écrire leur article. Et à partir de là, c'est ce sujet qu'ils vont décliner sur tous les supports, donc Instagram, Twitter, machin truc, et aussi en vidéo YouTube. Et en vidéo, ils vont aussi tirer au sort une contrainte, qui est une contrainte de forme. Donc à ce moment-là, soit ils peuvent écrire un script avec leur sujet, selon, je sais pas, bon, il y a évidemment le fast cam, mais il y a aussi des trucs genre faire un haul, faire, je sais pas, genre morning routine, enfin plein de trucs, tous les formats qu'ils peuvent imaginer sur YouTube. Donc on y réfléchit ensemble, on fait un petit pot et comme ça ils tirent et ils écrivent leur petit script et ils sont souvent très contents et c'est drôle parce que ça leur aide justement, ça les aide à sortir de leur quotidien, enfin de leurs petits chaussons, quoi. Ah, c'est drôle, le fait de tirer au sort des contraintes, c'est quelque chose que je fais aussi. Ah oui? Ouais, dans leur exercice final, ils ont le droit de... moi, c'est un cours qui est optionnel, ils ne sont pas obligés de le prendre. Et donc, je considère qu'un cours optionnel, il faut qu'ils aient du fun et que ce soit positif pour eux. Et le final, c'est eux qui le choisissent. Ils ont le droit de choisir s'ils vont faire tel type d'exercice ou tel type. Et un des types, c'est il va falloir que vous vulgarisiez votre projet de recherche en 3 minutes, mais vous ne connaissez pas les contraintes. Et les contraintes, on les tire au sort. Donc, ça peut être une contrainte de public. C'est le Premier ministre qui vient, puis tu dois faire passer ta recherche et montrer qu'il y a besoin d'avoir du financement. Oh la vache. Un mot à caser, du bruit dans la salle, pas de lumière, ou tu vois, ce genre de choses. Ok. Et donc, ils tirent au sort au tout début de la classe. Ils ont 15 minutes pour réfléchir, puis après, au charbon. C'est génial. Et un peu effrayant aussi. Un peu effrayant. C'est quand même un exercice qui est pas facile, mais c'est pas un exercice que tu vois que tu peux louper, quoi, parce qu'on est entre nous, il n'y a pas beaucoup d'enjeux à ce moment-là, donc c'est juste si tu as envie de te challenger, c'est un cool exercice. C'est quel niveau ils sont tous en doctorat. Okay. Il y en a quelques-uns qui sont en maîtrise, mais ils ne sont pas censés prendre de cours quand ils sont en maîtrise. Je ne sais pas pourquoi ils arrivent à s'inscrire. Mais il y a toujours des étudiants de maîtrise, je ne sais pas pourquoi. Mais c'est pensé pour les étudiants en doctorat, en tout cas. Donc leur objectif, en tout cas l'objectif de ce cours-là, c'est d'être capable de vulgariser sa recherche. Parce que c'est censé être des ateliers complémentaires au doctorat, donc ils doivent les aider dans leur doctorat. C'est pas un cours vulgarisation scientifique comme ça, perdu. Et donc c'est ça l'objectif à la fin, et d'être capable de le vulgariser dans n'importe quelle situation, quoi. C'est encore plus difficile quand tu vulgarises tes propres recherches, non ? C'est plus difficile et plus facile à la fois. C'est plus facile parce que tu n'as pas besoin de faire de la biblio, donc tu t'enlèves un temps. Ouais. C'est plus difficile parce qu'il y a une prise de recul que tu dois faire et qui n'est pas forcément évidente. Ouais. Donc c'est à la fois plus difficile et plus facile. Donc ça dépend comment est-ce qu'on voit les choses. Donc si on revient à tes vidéos, qui est ton travail le plus exposé, le plus visible, disons. Toi, comment est-ce que on va construire une vidéo
Est-ce que tu construis d'abord les blagues et après le contenu? Comment est-ce que tu réfléchis à la construction de ta vidéo? Alors, en général, il y a le contenu d'abord, même si pas toujours. Et après, dans un deuxième temps, je réfléchis d'une part à la mise en scène, parce que j'essaye de faire un effort de mise en scène dans chaque vidéo, même si ça se voit pas, voilà. Oh bah si, quand même. Ça dépend, Ouais. mais le plus flagrant, c'était ma vidéo sur la bouillabaisse, où j'expliquais 3 familles de roches, où je mangeais, en fait, au fur et à mesure, et ça tourne mal, bref. Oui. Et donc ça, c'est une idée que j'avais avant même le début de la chaîne, genre du temps de mon blog et tout, bref. Et, et donc ça, pour ça, donc le sujet d'abord, la mise en scène, et puis les blagues, ça arrive au fur et à mesure. Okay. Et c'est même des trucs que je peux avoir là comme ça, je note vite une blague que je peux avoir, et ça vient au fur et à mesure. En fait. Tu fais une vraie construction de vulgarisation, puis les blagues, c'est que ça devient naturellement par-dessus? Quasiment? Ouais. Oui, c'est ça, ça vient naturellement au moment où j'écris, ou alors au moment où je me documente sur le sujet aussi. Quand je fais de la biblio, je me dis « Ah, mais ça ressemble en fait à un kebab », et du coup, je le mets dans le script aussi pour pas oublier que cette image-là, ça peut me servir. Okay. Et donc, ouais, il y a plusieurs couches de blagues, mais rarement je fais un truc très sérieux et je repasse après pour mettre des blagues, c'est pas comme ça que ça marche en fait. Ah ouais. Non, c'est pour ça que c'est vraiment intriqué dans mon discours. Pourquoi ça marcherait pas de repasser par-dessus puis d'ajouter des blagues? Je pense que ça se verrait, ça ferait 2 tons différents, enfin, ça ferait forcer, tu vois. Bah après, tu dis ça, et puis parce que j'essaie aussi d'ajouter des blagues, mais pas à ton niveau du tout. En tout cas, des petites pointes d'humour. Et c'est vrai qu'à chaque fois que je repasse par-dessus, je ne trouve jamais. Bah ouais. Par contre, si je trouve pendant l'écriture, là, ça marche. Ouais. Parce étrange, que c'est logique, ouais. Bah, ça fait partie du fil de pensée, quoi. Non, on peut parler du côté exclusif des blagues aussi, peut-être. Comment ça? Bah, les blagues, en fait, si tu comprends pas la blague, t'es exclu d'office. Et du coup, dans une vidéo de vulgarisation, ça peut un peu, enfin, dans une vidéo tout court, ça peut un peu te décourager de regarder la vidéo, te dire « mais ça, j'ai pas compris », alors que c'est même pas de la science que t'as pas compris, c'est juste une blague. Du coup, ouais, faut doser ça aussi, quoi. Et comment tu le doses? Moi, je dose pas du tout. Tu fais des essais, tu vois bien si ça marche. C'est ça. Ouais. Non, je fais vraiment l'inverse exact de ce qu'il faut faire. Ouais. C'est-à-dire que non seulement je fais des blagues que tout le monde peut comprendre, mais en plus je fais vraiment des private jokes que même juste moi, je peux comprendre. Ah oui, bah là, tu te mets des bâtons dans les roues, là. Ouais, mais juste ça me fait rire, quoi. Okay. Après, on m'a jamais dit non, arrête ces blagues, on comprend pas et tout. Juste, j'ai des retours en mode ah oui, ça, on comprend que c'est une blague, on comprend pas, mais juste on se dit c'est rigolo, quoi. Ouais. Mais donc j'ai jamais eu de retour en disant oh, c'est excluant. Exclusif, Bah, c'est-à-dire que les gens qui se sentent exclus sont probablement partis aussi. Ouais, c'est ça. Mais ils pourraient venir me dire wesh, t'exagères, quoi. Je sais pas. Donc c'est juste une hypothèse que j'ai. Ouais. Mais après, la recherche sur les sciences de l'humour et tout ça, c'est quand même que l'humour, si tu comprends pas, t'es exclu, quoi. Oh, ouais, tout à fait. Bah, c'est super frustrant quand tout le monde rigole. D'ailleurs, c'est pour ça que quand tout le monde rigole, on est toujours là à dire il s'est passé quoi? Ouais, c'est ça. Je veux faire partie du groupe, là, expliquez-moi. Donc, ouais, non, tout à fait, je comprends. Ou dans le pire des cas, tu le prends pour toi et c'est encore pire, quoi. Donc, sur YouTube, il y a des vulgarisateurs, il y a des humoristes. Les vulgarisateurs ajoutent toujours un petit peu de blague, mais toi, t'es vraiment à la frontière entre les deux. J'essaye. T'essayes. Est-ce que t'as des inspirations? Parce que moi, je connais que toi, mais dans cette frontière-là. Bah, Alexandre Astier un petit peu. Ouais. Qui y a d'autres? Si, Max Bird, avec son spectacle et tout. Tu l'as vu, le spectacle? Ouais. Ok, moi j'ai pas vu. C'était cool. C'était cool, ouais. Bah, justement, le côté exercice, après le fond, je juge pas, je suis pas apte à juger, mais l'exercice d'en faire un stand-up, de faire des blagues et de faire passer de la science quand même, et que l'un serve l'autre en vase communicant. Ouais. Je trouve ça vraiment, vraiment intéressant, et ça marche hyper bien, quoi. Enfin, le public était conquis. Donc, ouais, ça, vraiment, en sortant de son spectacle, je me suis dit, ah, ouais, ça existe, ça. Ok, intéressant. Ouais. Parce que pour le coup, Alexandre Astier, de ce que j'ai vu de ses spectacles, genre sur la physique quantique, j'imagine que c'est celui-là dont tu parles, parce que c'est celui où il parle le plus de science, je pense, où il y a de l'humour. Je l'ai revu récemment, et il n'y avait pas tant d'humour. Ah ouais? C'est-à-dire c'était vraiment une présentation et tout était du comique de situation, en fait. Ah oui. Ouais. Et du coup, il n'y avait pas de blague, tu vois. C'était juste rigolo parce qu'on savait que c'était Alexandre Astier qui était en train de se comporter comme un odieux prétentieux. Et donc, il y avait beaucoup qui passaient, pas tant dans les paroles, mais dans la situation où on sentait qu'il y avait un décalage, tu vois. Et donc, c'est pour ça que je te mettrais pas dans la même case. Non, mais c'était juste dans la série des gens comme ça. Alors, entre nous, j'ai pas trop aimé ce spectacle. Okay. Je l'ai vu qu'en vidéo, j'ai pas vu en vrai. Moi aussi, je l'ai vu en vidéo, juste. En fait, c'est vraiment le trope du prof
Et encore pire, le prof méchant, ça me cringe en fait. Parce que c'est trop vu et revu. Alors, j'ai un problème de vocabulaire, le trop. Ouais, je sais pas, j'avais envie de placer dans Qu'est-ce que c'est? le lieu commun de... Ok. Enfin, je sais pas. Et c'est un mot de français, c'est pas du verlan? Ouais, non, c'est un mot de français, je crois. Petit aparté, le terme trop fait bien référence à un lieu commun, mais c'est un mot anglais. En français, ça veut pas dire la même chose. Donc ici, on est sur la définition anglaise du mot. Bah parce qu'en France, tout le monde met un verlan, et puis moi, comme ça fait longtemps que j'habite plus en France, je ne comprends plus rien. Non. Il y a quelqu'un tout à l'heure qui a dit la MIF. Oui. C'est la famille, c'est ça? C'est ça. Donc il a fallu que je demande la traduction à quelqu'un. En tout cas, voilà, c'est pas facile. Donc le trop, du prof. Donc oui, et ça te cringe. Ouais, non, parce que c'est trop vu, et puis je sais pas, genre... C'était peut-être à une époque où c'était pas encore trop vu. Parce qu'il est pas récent, ce spectacle. Ouais, je sais pas, même à l'époque, quand je l'ai vu, j'étais... Ouais, non. Mais ça, et puis les gens qui mettent des blouses blanches aussi, quand ils font des... Non, quoi. Non, faut arrêter ça. Il y en a plus trop, hein, maintenant. Oui, non, ça va. La vague est passée, je crois. La vague est passée. Je travaillais dans une émission de télé au Québec qui s'appelle Génial. Et t'avais une blouse? Et oui, j'avais une blouse. Je suis désolée. Ah non, mais je maîtrise, j'étais pas en maîtrise. Hein. Ouais. Non, mais j'étais complètement d'accord pendant l'émission, mais l'émission, elle a, je sais pas, 13 ans. Ouais. Puis à 13 ans, c'était OK. Oui, puis maintenant, tu peux pas changer les costumes comme ça. Je pense que l'animateur est tout à fait conscient que la troupe tu m'as donné un nouveau mot, maintenant je le place au mauvais endroit. Que la blouse n'a absolument aucun sens, quoi. Ouais. Mais ça a fait bien. Oui, quand on n'a toujours pas compris ce que c'était la science, ça fait bien. Après, c'est pas bien méchant non plus, quoi. Non, c'est pas le pire c'est pas le pire. Mais oui, quand tu parlais d'Alexandre Astier avec le comique de situation, un truc que j'aime bien faire, c'est d'essayer de mélanger justement les types d'humour, les types de comiques, voilà, pour que justement tout le monde puisse en avoir pour son argent, et même si c'est gratuit. Et parce que j'aime bien, parce que quelqu'un peut aimer l'humour absurde et ne pas aimer l'humour noir, et bah tant pis pour lui, est-ce qu'il y aura les deux, tu vois. C'est pas mon message, mais bref. Non. Est-ce que tu veux reprendre ta phrase pour avoir un autre message? Non, j'aime bien comme ça. Ok, d'accord. C'est quoi ton type d'humour préféré alors? Je crois l'humour absurde, j'aime bien quand même. Disons que si on m'avait laissé deviner, je pense que je t'aurais attribué celui-là, effectivement. Ou l'humour malaisant, entre guillemets. Ouais, en vrai, ça, c'est vraiment délicat, parce que je sais pas si j'assumerais vraiment... Enfin, si j'assume vraiment de faire passer cet humour-là, parce que je suis pas très fan en tant que public de ça. Ça, c'est un problème, effectivement. Ouais, c'est vraiment difficile. Et du coup, en vrai, en montage, je coupe beaucoup de mes silences malaisants, parce que juste c'est trop, donc j'en laisse 2 ou 3, mais en vrai, au tournage, j'en ai genre 20 par vidéo, quoi. Ah ouais. Beaucoup trop, ouais. Donc même toi, t'arrives à t'auto-créer du malaise. Ouais, okay. je me cringe beaucoup. Okay. Je trouve ça drôle quand même. Bah ça, que tu t'auto-cringe. Ouais, mais c'est bien, parce que comme ça me fait un petit policier dans la tête qui me dit non, là, c'est trop. Là, c'est trop. Et donc, tu doses, finalement. Ouais, c'est vrai, je dose. Quelque part. Ouais, quelque part. J'ai un grand verre doseur, mais je dose quand même. Est-ce que t'en fais souvent des vidéos? C'est quoi ton rythme d'optimisation? Oh là là, c'est terrible. Mais ça, c'est parce que tu fais d'autres choses. T'enseignes, t'es sur le Vortex, tu travailles beaucoup avec Arte, hein? Ouais. Le Vortex, on fait aussi des lives Twitch avec Marie de la boîte de curiosité aussi. Enfin, voilà, on fait pas mal de trucs. Effectivement, je fais beaucoup de trucs à côté. Les vidéos pour Info ou Mytho dont je parlais aussi, donc avec Milan Presse, c'est 1 par mois. Enfin, voilà, ça fait beaucoup de choses à faire. Et du coup, sur ma chaîne, de temps en temps, je me dis, allez, j'en fais 1 par mois et je tiens 2 mois. Donc, je vais pas te dire que j'ai de fréquence parce que là, j'ai rien publié depuis 4 mois peut-être. Ouais, ok. Donc, je fais comme je peux. Est-ce que tu as une liberté sur l'écriture des autres vidéos quand c'est pour d'autres médias? Oui. Ouais. Bah, genre Milan Presse, franchement, meilleure collaboration que j'ai jamais eue, parce qu'il me laisse carte blanche, il me laisse faire toutes les blagues que je veux et tout, et c'est pour un public jeune en plus, donc c'est à moi de doser un peu quand même, mais genre ils sont là derrière, et ils m'encouragent dans mes bêtises. La dernière vidéo que j'ai enregistrée, je me suis déguisée en Mario, et voilà, c'était rigolo. Ah oui, je pense que j'ai vu une photo passer une photo de toi en Mario, justement. Bah voilà, écoute, c'était hier ça. Donc, est-ce que tu fais attention à ce que tes blagues et ton contenu soient du coup kid-friendly? Donc, tu fais attention au... Ça, tu fais ça sur ta chaîne aussi ou pas? J'essaye de faire ça sur ma chaîne d'une manière un peu bizarre, c'est-à-dire que je peux laisser des blagues horribles, mais j'évite de dire des gros mots. Ouais, ok. Donc à la limite, les blagues horribles, ils peuvent juste ne pas comprendre et demander à leurs parents, et leurs parents disent non, t'inquiète, et juste pas mettre de gros mots, voilà.
C'est un truc que j'avais pas réalisé, mais j'ai rencontré justement des personnes qui connaissaient Syllabus ce matin, parce qu'on est au festival Frames, et qui me disaient qu'ils avaient des enfants de 3 et 7 ans, je crois, ou en tout cas dans cette gamme d'âge-là. Et ils me disaient l'avantage avec Syllabus, c'est qu'on n'a pas besoin de regarder avant pour savoir si on peut le mettre devant nos enfants, parce que tu mets jamais de gros mots. Ouais. Et puis il y a beaucoup de vulgarisateurs qu'on aime bien, mais on filtre certaines vidéos parce qu'il y a des gros mots. Et j'avais jamais réalisé, parce que c'est pas quelque chose de si conscient que ça de ma part, tu vois, de pas mettre de gros mots. En tout cas, c'est juste que j'ai pas de gros mots à dire, donc voilà, tout simplement. Ça m'arrive rarement. Et donc c'est une dimension que j'avais pas réalisée. Donc toi, c'est volontaire. Ouais. C'est un effort de ta part de ne pas mettre de gros mots. C'est pas un effort, mais disons que je suis vigilante. Ouais. Et si jamais il y en a un qui se glisse dans mon script, je le vire. Et si jamais au tournage, j'essaye de refaire une prise. Puis on verra. Après, occasionnellement, il y en a. Ouais. Des fois, il y en a dans les sous-titres, parce que ça aussi, j'en avais mis un dans un script et je l'ai pas dit au tournage. Et en fait, j'ai uploadé le script tel quel en tant que sous-titre. Et il y a une vidéo qui est vraiment... elle est fournie. Donc ne regardez pas les sous-titres avec vos enfants. Mais voilà, du coup, j'essaye de faire attention, quoi. Ok, parce que est-ce que c'est important pour toi de rejoindre une audience plus jeune ? Ou est-ce que c'est juste que c'est ton image, ou c'est pour quelle raison, en fait ? Ouais, parce que j'aime bien le principe de vulgariser pour tous les âges. Et alors, je fais pas c'est pas ostensiblement un truc pour enfants. Mais si ça peut être regardé par les jeunes, ça me va aussi. Il y a un festival où j'étais, le dernier, le Play Azur à Nice, et je peux te dire que tous les gens qui sont venus me voir, ils avaient moins de 15 ans. C'est vrai ? Oui, j'ai même eu 2 petits adorables qui avaient genre 8 et 10 ans, qui sont venus me voir en disant « Oh, on adore tes vidéos et tout !» J'étais trop fière, tu vois. C'est fou, ça. Mais oui. Parce que j'aurais pas dit que tes vidéos étaient pour un public si jeune que ça. Non, moi non plus. Mais écoute, ouais. Comme quoi, c'est ça qui est... c'est une question qui revient souvent quand je dis tout le temps il faut déterminer son public et tout. Puis sur le web, comment tu détermines ton public ? Chaque fois je réponds t'en as un en tête, et puis peut-être que c'est pas exactement lui que tu toucheras, mais au moins t'en as un en tête. Ouais, c'est ça. Et c'est là que tu te rends compte que il est beaucoup plus large que ce que tu penses, quoi. Ouais, exactement. D'où l'utilité d'ajuster après. Tout à fait. Ouais. Moi j'ai eu un petit aussi hier qui est venu prendre une photo avec moi. Je te dis, mon Dieu, mais tu as quel âge ? Incroyable. Ok, on va faire une photo, pas de problème. C'est trop cool. Ouais. Mais c'est cool, ça fait plaisir de voir qu'on est plus universel qu'on le croit. Ouais, c'est ça. Et puis, je sais pas, c'est vraiment un job où tu te dis que ça a du sens, en fait, quand ça touche les enfants. C'était Un si bon terme, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à aller noter et liker sur la plateforme sur laquelle vous l'écoutez, ainsi qu'à le partager, évidemment. On se retrouve dans 2 semaines pour un nouvel épisode. Bye.